Donc moi je m'appelle Annelie, je suis, PH, d'anesthésie-réanimation aux Hospices civils de Lyon et je travaille plus précisément au centre hospitalier Lyon Sud, qui est, l'établissement, on va dire, oncologique des Hospices civils de Lyon, qui a son importance, sur la création de notre, unité d'accès vasculaire. Je voulais axer, cette présentation beaucoup moins, sur, les datas, les études. On va parler de 2 choses différentes. Pourquoi est-ce qu'on veut créer une UAV et comment on va créer une UAV? Le pourquoi, ça va être assez facile, c'est parce qu'en fait les accès vasculaires, plus ça va et plus je me rends compte que en fait c'est un problème pour tous les services, pour beaucoup d'infirmières de service. C'est un problème anatomique de veine, c'est aussi un problème de cathéter et ça, c'est nous, les médecins, en tout cas les non-anesthésistes qui, en fait, ne savent pas ce que représentent les différents types de cathéters qu'on a à disposition et puis évidemment, une fois qu'on est au courant de tout ça, quel cathéter choisir pour quel patient et à quel moment il faut lui mettre ce cathéter. Globalement, les veines, et ben, en fait, c'est comme tout, c'est fragile, c'est pas illimité et quand bien même on en a de très belles au tout début d'une prise en charge hospitalière, très, très vite, on se rend compte que ce capital veineux, il va être limité autant en quantité qu'en qualité, heu, lié aux patients parce que bon, bah, des fois, c'est compliqué quand ils sont tout petits, quand ils sont très vieux, c'est compliqué quand ils sont tout maigres, très gros, quand on a ponctionné 1000 fois la même veine parce qu'on a des maladies qui font que, l'accès vasculaire est très compliqué et je vous ai mis quand même, 2 petits schémas qui sont peut-être pas très compréhensibles. Globalement, un patient qui passe à l'hôpital, qui reste à l'hôpital, 9 patients sur 10 va avoir besoin d'un cathéter périphérique pour ses soins et sur ces 9 patients et ben, la ponction réussie du premier coup, c'est dans 30 des cas. Quand ça va bien, 50-60 hors bloc opératoire et donc ça fait quand même des soins assez douloureux pour ce patient qui en a besoin et en plus, il faudra changer ce cathéter plusieurs fois au cours de son hospitalisation, ce qui encore va gréver son capital veineux de base qui peut-être était très bon, mais qui petit à petit va diminuer. Je vous ai fait un petit peu un résumé très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en discuter, des différents cathéters qu'on a à disposition pour les patients, qu'on peut poser en dehors d'un bloc opératoire. L'épicranienne, personnellement, je ne l'utilise jamais, mais c'est un cathéter qu'on va peut-être utiliser dans le monde de la pédiatrie ou chez les personnes âgées pour de l'hydratation en sous-cutanée. Nous, on va surtout travailler avec le cathéter court, le cathlon standard 22, 20, 18, 16 gauche, le midline qui reste, je le rappelle, un cathéter veineux périphérique long, mais qui va pouvoir rester, une durée un peu plus importante que le cathlon court et enfin le PICC-Line qui est, je pense, maintenant, connu de tous, mais pas tant que ça, il faut se méfier. C'est un cathéter qui va être long, qui va descendre sur une voie veineuse centrale avec un abord qui est périphérique. Je vous ai mis différentes, caractéristiques de chacun de ces cathéters, en sachant que, en fonction de l'usage que vous en faites, bah, il faut choisir le bon d'emblée pour éviter, de piquer plusieurs fois votre patient. Ils sont tous, posables dans un local, hors bloc opératoire. Évidemment, plus on se dirige vers quelque chose de prolongé dans la durée, mieux vaut le poser dans un environnement dédié pour. Nous, on appelle ça une salle technique, où globalement il y a de l'espace pour tourner autour du patient, être parfaitement stérile du début à la fin de la procédure et sans avoir, 6 personnes qui vous tournent autour, comme ça peut être le cas quand vous le faites, dans un coin en salle de réveil. On peut remplir, sur, tous nos cathéters. Si vraiment le patient a besoin d'un remplissage très important, c'est pas le PICC-Line votre solution, ça reste le cathéter, le cathlon standard. J'avais mis les prix, oui, tout à fait. Il y a une petite ligne sur les prix. À l'époque, le PICC-Line, c'était ce qu'il y a de plus cher. Maintenant, avec, les années qui passent, les différents laboratoires qui en fabriquent, c'est pas si onéreux que ça versus le nombre de cathlons, le nombre de temps occupé à trouver une veine périphérique. Finalement, on s'y retrouve en termes de coût santé publique. Quand on se demande quel cathéter, il faut poser au patient et ben, il y a plein de questions à se poser avant. Est-ce que c'est pour un traitement de courte durée, de longue durée? Est-ce que c'est un traitement qui se doit d'être continu,
discontinus? Est-ce que c'est des médicaments qui vont être vénotoxiques, irritants, vésicants? Est-ce que le patient lui-même a des problèmes d'hémostase? Est-ce qu'il a des problèmes rénaux qui font qu'un jour il va avoir besoin, d'une dialyse? Est-ce que le patient, il faut qu'il rentre chez lui avec son cathéter ou pas? Et en prenant en compte toutes ces questions, on arrive à créer un algorithme de cathéter à proposer aux patients et à proposer aux médecins prescripteurs de votre cathéter. On va passer maintenant à la partie, comment est-ce qu'on crée une UAV? Je ne sais pas si dans l'assemblée, il y en a beaucoup qui travaillent dans une unité d'accès vasculaire. OK. Et on va partir sur ce plan-là, sur, 3 gros points. La création d'une UAV, pourquoi? C'est parce qu'en fait, les patients en ont besoin. Comme je vous l'ai dit, nous, à Lyon Sud, c'est un établissement oncologique, donc énormément de patients sous chimiothérapie, énormément de patients qui passent au bloc opératoire pour des chirurgies digestives lourdes avec des iléus, prolongés qui vont nécessiter, de la parentérale, qui vont nécessiter des soins de réanimation. On a l'hématologie qui est également, présent sur site, la nutrition clinique intensive, qui est un centre expert, de la région, et tout ça fait que ce sont des patients qui ont besoin de cathéters sécurisés, de longue durée, qui ne soient pas des voies veineuses centrales qu'on pose nous habituellement en réanimation, mais pas non plus que des chambres implantables, à poser, au tout début des années, 2010, avant que l'UAV soit créée par les chirurgiens en bloc opératoire. Je vous ai mis un petit encadré, plutôt en bas à droite. Ce qui se passait avant qu'on crée notre UAV à Lyon Sud, les chambres implantables, les PAC, étaient posées par les chirurgiens au bloc opératoire, sous anesthésie locale évidemment, mais ça prenait du temps opératoire. Le chirurgien, dans sa pratique, il apprend pas vraiment à poser, une chambre implantable, il apprend pas vraiment à piquer une veine, et du coup, bah, le résultat était, plus ou moins satisfaisant, mais en même temps, ils regardaient pas un peu ce qui se passait, avec leur PAC. Et puis comme l'accès au bloc opératoire est limité, et ben, il y a beaucoup de demandes de patients, qui allaient vers, les établissements extérieurs aux Hospices civils de Lyon pour avoir leur cathéter, pour limiter le retard de prise en charge derrière. Pourquoi une UAV? Parce qu'on en a besoin, parce qu'une fois qu'on a centralisé, l'expertise de l'accès vasculaire, ça permet d'optimiser le parcours de soins du patient. Typiquement, un patient qui se voit découvrir un cancer, consultation d'annonce, voici votre schéma thérapeutique de toutes les chimios, c'est parfait, on va pouvoir caler le PAC le jour ou la veille de votre chimio, utiliser le PAC, le PIC, à ce moment-là, et puis derrière, ça suit. C'est beaucoup plus simple pour le patient, c'est beaucoup plus simple pour les équipes d'oncologie, et c'est également plus simple pour nous au bloc opératoire quand on a besoin d'un accès veineux de longue durée avant une induction d'anesthésie et puis une prise en charge un peu lourde derrière la chirurgie. Ça libère le temps d'occupation du bloc opératoire, puisque nous, on va travailler dans des locaux dédiés à l'accès vasculaire, qui sont, des salles techniques et une salle avec un traitement d'air un peu plus spécifique pour la pose de chambres implantables. Mais toutes ces salles sont à l'extérieur du bloc opératoire, ce qui simplifie également le parcours du patient. Il n'a pas besoin de, venir à jeun, passer par, l'achat, l'unité d'accueil, descendre 3 étages, se faire transporter à travers l'hôpital. Il vient directement de l'entrée, il se change, on lui pose le cathéter, il attend, il repart. Ça dure 1 heure. Donc c'est également, un gain pour le patient. Comment est-ce qu'on va créer l'unité d'accès vasculaire? C'est pas parce qu'on a une UAV qu'on est forcément, que des paramédicaux. Mais l'avantage et le but des UAV, c'est de déléguer la pose des cathéters que les IDE font déjà, avec une délégation de compétences. Une compétence qui n'est pas dans votre décret, IDE ou IAD, et du coup, on va s'appuyer sur, l'article 51, tous les protocoles de coopération interprofessionnelle. Peut-être que vous savez, de quoi je parle, peut-être pas. Globalement, ces protocoles, sont autorisés par l'ARS parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin
pour la prise en charge du patient, parce que ça permet de faire gagner du temps médical pour que, nous les médecins, on puisse faire autre chose, de ce temps qui nous a été libéré. Et puis, du côté paramédical, et ben, c'est valorisant pour vous, c'est des compétences supplémentaires. Par contre, c'est pas juste une compétence technique, c'est pas juste: «Je pose un cathéter, c'est super», c'est à un moment, je deviens expert de ce cathéter, de la veine, et je peux potentiellement donner mon avis, des conseils, même à des médecins en face, parce que j'ai cette technicité, cette expertise. Et c'est ça qu'il faut pas oublier quand on rentre dans un protocole de coopération, c'est pas uniquement pour être technicien de la voie veineuse. Ça nécessite une formation en amont, une formation continue pendant, votre activité, évaluer vos activités, et puis on en reparlera tout à l'heure sur, les indicateurs de suivi et le suivi. Je vous ai remis juste, une petite diapo de l'ARS sur, ce que ça représente, le protocole de coopération. Donc c'est les professionnels de santé qui veulent créer ou rentrer dans un protocole de coopération. Pour tout ce qui est accès vasculaire, vous avez de la chance, le protocole existe déjà. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Il faut juste adhérer à, et c'est juste de la paperasse. Juste. Il faut un médecin délégant, voire plusieurs médecins délégants, puisque c'est eux qui ont la responsabilité de l'unité. Et in fine, c'est aussi eux qui ont la responsabilité de tout ce que le personnel paramédical va faire. Et l'objectif d'une UAV, c'est quand même de travailler en interprofessionnel, donc avoir des IDE ou des IAD délégués. C'est uniquement sur la base du volontariat. Personne ne doit être forcé à rentrer dans un protocole de délégation. Et une fois qu'on rentre dans le protocole, eh ben, il faut être formé. Donc il y a des critères décrits dans ce protocole. Tout est très détaillé sur comment est-ce qu'on forme, combien de temps ça doit durer et qu'est-ce qui doit être fait pour maintenir cette nouvelle compétence déléguée par le corps médical. Le tout doit répondre évidemment à des critères de qualité et de sécurité pour le patient. Je vous ai mis là ce que vous pouvez trouver, c'est facile, hein, ça se trouve sur santé.gouv. Ça s'appelle normalement pose de VVC par une IDE, et vous verrez un transfert pose de voie veineuse centrale par l'IDE. Et c'est un petit peu différent si jamais vous êtes sollicité. C'est différent de la pose de VVP sous échographie qui se développe de plus en plus. Nous, ça se développe après notre UAV. On a commencé par les PICC line et maintenant, de plus en plus, on nous demande de poser des VVP sous échographie. La technique est très différente. Nos poseurs de PICC line ne savent pas poser de VVP sous échographie. Donc, il faut se méfier. Et quand bien même vous êtes expert, sachez que de la même façon, dans le décret IAD, vous n'avez pas la compétence de l'échographie. Donc, il y a également un protocole de coopération de délégation d'actes de pose de VVP sous écho. Malheureusement. Comment ça se passe pour créer votre UAV? Déjà, il faut trouver une équipe. Et l'équipe, c'est une équipe médicale, une équipe paramédicale, l'encadrement, parce que sans cadre, on ne peut pas faire grand-chose, et un secrétariat. Alors au début, peut-être que le secrétariat, on peut s'en passer, mais nous, au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de cathéters qu'on pose, on ne pourrait plus en passer. L'équipe médicale, il faut qu'elle soit disponible, motivée, il faut qu'elle soit prête à former l'équipe IAD ou IDE qui sera déléguée, et il faudra également qu'elle soit disponible pour donner des avis. Parce qu'à un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin de l'unité d'accès vasculaire devient expert en accès vasculaire. Au début, tout est facile, et puis au bout de 10 ans, comme chez nous, le même patient est revenu 10 fois. Bon, bah pareil, son capital veineux commence à peiner un peu, et on commence à travailler de plus en plus avec les radiologues interventionnels pour déboucher des vaisseaux sténosés, pour dilater des veines caves sténosées. Donc, c'est pas tout de suite, hein, si vous n'avez pas d'UAV, mais c'est des choses auxquelles qu'il faut envisager dès le départ. C'est pas juste je mets un nom dans un protocole, c'est une vraie responsabilité, un vrai travail supplémentaire. Et de la même façon, pour vous, personnel paramédical délégué, au début, on se concentre uniquement sur la technique de pose, comment, pour qui, comment je fais quand ça marche pas. Et puis à un moment, au bout de 3, 4, 5 ans, eh ben, il faut former les nouveaux arrivants, il faut
jauger les situations toujours avec un médecin délégant. Il y a quand même des décisions qui restent médicales. C'est pas une activité supplémentaire. Ça impose vraiment, une vraie responsabilité derrière. Le secrétariat, j'en ai parlé, le nôtre, c'est un secrétariat de programmation. Donc on reçoit toutes les demandes d'accès vasculaire de l'hôpital, parfois même d'un peu à l'extérieur de l'hôpital, et elles doivent gérer comme une programmation de bloc opératoire, sauf qu'on n'a qu'une salle et demie, donc ça c'est un petit peu, des jeux de chaises musicales parfois, et toujours derrière, le médecin délégant va soutenir les demandes en urgence, privilégier telle ou telle demande quand c'est nécessaire, et le soutien administratif, le soutien de l'encadrement parce que, bah, le personnel paramédical n'est pas à 100 à l'UAV. Vous pouvez si vous voulez, mais nous on a choisi de travailler à 50, donc forcément ça impose des petites gestions de planning, un peu plus compliquées quand on est à mi-temps au bloc et à mi-temps à l'UAV, à mi-temps en salle de réveil. Une fois que vous avez votre équipe, vous avez peut-être trouvé votre local où vous travaillez au début. Comment ça se passe? La prescription, d'une voie veineuse, autre que le cathlon doit être médicale. Nous, on a décidé de travailler par des formulaires, tout est électronique chez nous, donc quand le médecin a besoin d'un cathéter, du midline, PICC-line, cathéter de Broglie avec voie centrale, il fait une demande, qui nous parvient de manière automatique, et sur cette demande, il y a quand même l'indication du cathéter qui nous permet de trancher parce que des fois entre ce qu'ils veulent et ce qu'on pense qu'il faut, il y a une petite différence parce que, encore une fois, l'équipe médicale n'est pas toujours au courant des différents cathéters et de leurs usages. Il y a un algorithme que je crois que je vous montre vers la fin. Ah non, il est là. Qui se veut simple. Traitement court, traitement long, intermittent, continu, vésicant, non vésicant. Et avec cet algorithme, on va réussir à décider si oui ou non on met un PICC-line ou un midline, s'il faut plutôt une voie centrale tunnelisée, non tunnelisée, ou si on part pour une chambre implantable. Globalement, traitement long, traitement séquentiel, c'est la chimio, c'est le PAC. De plus en plus, les patients ont des PICC-line pour cette même indication, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, en sachant qu'ils sont censés signer un consentement de délégation d'actes et ils sont censés avoir eu des explications sur la procédure et sur le cathéter qu'ils vont recevoir. Donc après, ce sera à vous de décider sur quoi vous allez travailler. Nous, notre UAV, elle est ouverte depuis 2014 et au début, on n'a posé que des PICC-line parce que, c'est ça dont avait besoin les patients. Les PAC étaient encore posés au bloc opératoire et puis au fur et à mesure que l'équipe médicale s'est étoffée, on a posé des PAC, les IAD posent des PAC, les chirurgiens ne posent plus de PAC, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire évoluer l'activité de l'UAV. Et ensuite, on a commencé à poser des midlines vers les années 2018-2019, une grande envolée après le covid, mais on reste quand même majoritairement sur des pics. Comment est-ce que vous allez choisir, par exemple, entre un pic et un mid? Ben, je vous ai mis ça dans le petit carré jaune. Capital veineux difficile et bilan régulier. Les prescripteurs nous demandent souvent des mids. On ne peut pas faire de bilan régulier sur un mid. On peut peut-être en faire 2. Et ensuite, il n'y a plus assez de retour veineux. Donc, typiquement, c'est la raison pour laquelle on va poser un PICC line plutôt qu'un mid, alors qu'il va rester peut-être que 10 jours. Toutes les autres raisons, c'est quand même, des raisons assez, banales. Le retour à domicile est un argument de plus en plus urgent pour les services prescripteurs. On a besoin du cathéter, comme ça le patient il peut rentrer vite à la maison. Il faut aussi prendre en compte, la partie après hôpital parce que, ben, je sais pas, j'imagine chez vous c'est pareil, mais on a énormément de tension de lit, et si c'est juste un cathéter qui bloque le patient, on essaye de le mettre au-dessus de la pile, mais c'est pas toujours facile. La pause, j'en parle très, très peu parce que c'était pas l'objet du sujet. Je vous ai parlé du consentement du patient pour la délégation de l'acte. Certains patients refusent le consentement. Bon, c'est pas grave. Si vous avez votre médecin qui est disponible, c'est lui qui le posera. Il faut un différents temps sur la pause, préparer le dossier, c'est-à-dire, valider l'indication, valider,
l'usage du cathéter, être sûr que le patient soit bien au courant. Des fois, ils pensent qu'ils arrivent au bloc opératoire, c'est pas le cas. Donc ça nécessite aussi d'informer et de former les personnels des services d'aval, d'amont. Pendant la pause, ben, on a parlé de la salle technique. Tout se fait sous anesthésie locale. Généralement, le patient n'a pas de cathéter, c'est pour ça qu'il est là. Donc, les patients un peu anxieux, on va utiliser toutes nos méthodes non pharmacologiques à disposition. Donc, nous, dans notre UAV, on a de la musicothérapie, on a les casques de réalité virtuelle, on a des soignants qui sont formés à la sophrologie, à l'hypnose, et tout ça nous sert énormément. Et en dernier recours, on a le Calinox. Et il faut toujours penser à avoir un compte-rendu opératoire. Ce qu'on ne fait pas pour un cathlon, et ben là, même pour un midline, on va mettre le compte-rendu opératoire parce que c'est obligatoire dans le protocole de coopération. C'est une traçabilité également pour le dossier du patient. Ça, c'est notre salle de pause de peak line et de midline, donc c'est une pièce tout à fait normale, qui est montée pour que le patient arrive, il s'allonge sur sa méridienne, l'échographe est prêt, la table est prête, il ouvre le bras et tout le reste, ça suit. Quand on n'a pas ce genre de salle, ça nous arrive aussi d'en poser en salle de réveil, et ben ça nous prend 3 fois plus de temps parce que, il faut tout mettre dans cet ordre-là, l'échographe, la table, le brancard, le patient qui souvent est quand même, moins ambulatoire que quand il vient chez nous à l'UAV, mais il y a pas besoin d'une salle de bloc opératoire. Vraiment, si vous en avez une, c'est bien, mais si vous avez une pièce suffisamment grande pour travailler, c'est suffisant aussi. Ne pas oublier que poser un cathéter, ce n'est pas la fin, c'est toute la partie du suivi de l'usage de l'entretien. Et ça va nécessiter de la formation, de l'information et de l'éducation du patient et du personnel soignant. Le patient, déjà souvent quand il arrive, il n'est pas hyper open. On vient de lui dire qu'il avait un cancer, il va avoir un cathéter pendant des semaines. La répétition, c'est l'apprentissage. Donc on commence la première phase. Il faut qu'il fasse attention à ci, à ça. Mais si on veut vraiment que notre cathéter reste longtemps, c'est le personnel soignant qu'il faut aller former. Et c'est du temps à consacrer, soit en se déplaçant avec des formations en amphi plénière, soit créer des systèmes électroniques par mail, par ce que vous voulez. Et on se rend compte, nous, à l'hôpital Lyon-Sud, 10 ans d'UAV, 10 ans de peak line de plus en plus fréquents, que en fait, avec le turnover des soignants dans les services, les gens savent peut-être ce que c'est qu'un peak line, mais en fait, ils savent pas vraiment, ils savent surtout pas l'utiliser, pas l'entretenir, et on se retrouve à poser, reposer, redéposer des cathéters qui étaient censés marcher pendant 1 mois et qui ne marchent pas parce que on a mal rincé, le pansement a été mal fait, il s'est déplacé, les gens ont pensé que c'était pas très grave, 1 centimètre, mais en fait c'est très grave. Et voilà, c'est énormément de temps à consacrer à la formation derrière. L'évaluation des pratiques professionnelles, ça c'est plutôt pour vous, pour l'UAV, être sûr que vous travaillez dans de bonnes conditions, que le patient reste en sécurité, c'est pour le protocole. Parce que tous les ans, votre unité d'accès vasculaire doit rendre des comptes à l'ARS. Combien vous nous en avez posé? Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables graves? Est-ce que vous faites des RMM sur ces effets indésirables? Et il y a différents critères qui permettent de savoir si vous travaillez dans de bonnes conditions. En résumé, être délégué, infirmier délégué, c'est une compétence en plus, c'est de la valorisation auprès de vos collègues IAD, des collègues anesthésistes réanimateurs qui connaissent votre compétence, qui vont vous solliciter quand vous n'êtes pas à l'UAV, mais c'est aussi une responsabilité en plus vis-à-vis du patient et vis-à-vis des collègues. On est poseur de cathéter, mais pas que. On est expert de l'accès veineux à partir d'un moment donné. Donc il faut bien s'en rendre compte. Et j'avais une belle diapo, mais elle n'est pas passée. Mais c'était les photos. Ça reste une belle équipe. C'est un travail vraiment interprofessionnel. Moi, je m'entends très bien avec toute l'équipe de l'UAV. C'est des moments qu'on va partager des moments hors bloc. Des fois, ça fait du bien de sortir de l'ambiance du bloc avec le brouhaha, tout le personnel. On voit les patients autrement que tout nus, les bras en croix sur une table soulagée. C'est un autre soin
et ça aide énormément à trouver du sens pour certains IAD quand, ils ont déjà suffisamment d'expérience en tant que IAD ou en tant qu'IDE. C'est tous les messages que je voulais vous faire passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dr Lee.